crépuscule de l'homme blanc aux aventures chaotiques de la démocratie. Quel apport de l'Afrique dans l'histoire du XXe siècle? L'Afrique est toujours un acteur dans les affaires du monde. Nous ne sommes pas seulement des danseurs et des chanteurs, nous ne sommes pas seulement des joueurs de foot, nous ne sommes pas seulement des marathoniens. Eli Kiambokolo, co-auteur de la série Afrique, une autre histoire du XXe siècle. Invité d'ITW. Nous avons mis Afrique avec S entre parenthèses parce que c'est un récit, c'est une épopée de l'Afrique en tant que continent. Sur un siècle, l'Afrique est une parce qu'elle a été colonisée, elle s'est libérée, elle a voulu faire son unité. Donc on va dire c'est un être collectif unique. Mais en même temps, on sait que entre l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, ou entre le Sénégal et l'Angola, entre notre Congo et le Tchad, il y a un certain nombre de particularités. Il y a des profils parfois un peu différents, et il fallait pouvoir raconter l'histoire totale de l'Afrique à partir de ces points de vue particuliers. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, dit le proverbe africain, les histoires de chasse continueront de glorifier le chasseur. Ce que la série veut montrer, c'est que, d'une part, l'histoire de l'Afrique n'est pas connue, et en second lieu, ce qu'on connaît de l'histoire de l'Afrique ne prend pas l'Afrique en tant qu'acteur de son propre histoire. L'Afrique, c'est les Européens qui la colonisent, l'Afrique c'est les Européens qui la décolonisent, l'Afrique c'est la guerre froide, etc. L'Afrique, même le processus démocratique, on dit que c'est la chute du mur de Berlin ou le discours de La Baule qui l'a amené. Nous, notre point de vue était tout à fait différent, en tout cas mon point de vue d'historien était différent, c'est que ce sont les Africains qui ont construit leur propre histoire. Et donc le film montre en quoi les Africains ont construit leur propre histoire. Donc, lorsqu'on refait la manière dont cette histoire est construite, on verra que c'est très différent de ce que les gens peuvent apprendre à l'école, ou c'est très différent de ce que d'autres séries documentaires sur le Congo, sur l'Afrique du Sud peuvent montrer. Et là, on voit que, oui, la résistance africaine à la colonisation existe. Oui, l'indépendance, ce sont les Africains qui l'ont voulu et ce sont les Africains qui l'ont organisée. Oui, l'époque des partis uniques, c'est pas seulement le monde communiste ou le monde occidental qui l'a imposé, c'est aussi des acteurs africains qui l'ont voulu, qui l'ont pensé et qui l'ont mis en œuvre. Même chose pour la démocratisation. Et en même temps, nous pensons que en faisant cela, parce que l'Afrique c'est important, c'est le deuxième continent le plus important du monde. Donc en montrant cela, nous montrons aussi que si on ne parle pas de l'Afrique, l'histoire du XXe siècle jusqu'aujourd'hui n'existe pas, parce que dans toutes les choses que nous avons connues, la croissance économique, la crise économique, le renouvellement culturel, dans toutes ces choses, l'Afrique est là-dedans. Donc parler de l'Afrique, c'est en fait parler du monde au XXe siècle. L'apport de l'Afrique dans l'histoire du XXe siècle, on va dire d'abord que sans l'Afrique, probablement, il n'y aurait pas eu les deux guerres mondiales. La première guerre mondiale, quels étaient l'enjeu? L'enjeu, c'était le partage des colonies. Et en particulier, le partage des colonies entre les vieux, la France, l'Angleterre d'un côté, les jeunes, l'Allemagne de l'autre. Et si on regarde la Deuxième Guerre mondiale, quel était l'enjeu? L'un des enjeux, c'est l'Allemagne qui a été humiliée par la France. L'Allemagne a été occupée par la France en 1923-1924, mais quand on dit occupée par la France, on oublie que les soldats français qui ont occupé l'Allemagne, ce sont des soldats noirs
africain. Et l'Allemagne n'avait pas seulement à se venger de cette affaire-là, elle avait aussi à vouloir récupérer ses anciennes colonies. Et l'Italie, qui était du côté de l'Allemagne, l'Italie a commencé la guerre en Éthiopie en 1935. Donc on peut penser que la Deuxième Guerre mondiale, son enjeu principal, c'est aussi l'Afrique. Mais quand vous regardez non pas l'enjeu, mais la manière dont la guerre se termine, en 1918 et en 1945, dans les deux cas, c'est en grande partie grâce aux soldats africains que la guerre s'est terminée en Europe. Mais quand vous regardez même la guerre en Asie contre le Japon, et beaucoup de Congolais ne le savent pas, des soldats africains ont été combattre contre les Japonais. Nous, au Congo, des Congolais sont partis en Inde et en Birmanie combattre contre les Japonais. Mon propre père a fait partie de ces gens-là. Donc ça veut dire que l'Afrique est dans l'enjeu mondial. C'est la raison pour laquelle, après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains comprennent que non seulement ils ont des Noirs chez eux, qui viennent de l'Afrique, mais que l'Afrique, ça compte. Et puisque l'Afrique compte, la politique des États-Unis, ça va être de dégager les vieux pays d'Europe, l'Angleterre, la France, la Belgique, et de prendre la place. Donc, je crois, pour nous, c'est important de savoir que c'est comme ça que ça s'est passé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Afrique est toujours un acteur dans les affaires du monde. Les troupes françaises noires débarquent en Italie, puis en Normandie avec la 2e division blindée, et enfin en Provence avec les Alliés. Quand on réduit la participation des Africains aux tirailleurs, c'est bon, c'est important, mais c'est peu, parce que les grands enjeux, les enjeux économiques, les enjeux culturels, les enjeux diplomatiques vont au-delà de ce que les tirailleurs ont pu apporter. Par exemple, la question des droits de peuple à disposer d'eux-mêmes, ce sont les Africains qui l'ont posé de la manière la plus forte lorsque les Africains ont protesté pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale contre le fait que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes était valable seulement pour les pays d'Europe ou pour les pays d'Asie et pas pour les pays d'Afrique. Donc c'est grâce à nous, les Africains, que le droit international a évolué de manière positive à l'échelle du monde. Des propos déjà entendus lors de l'occupation de la Ruhr en 1923, quand la propagande allemande se déchaînait contre la honte noire de l'armée française. Si vous regardez le XXe siècle et que vous remontiez dans le passé, le XIXe, le XVIIIe, le XVIIe, l'Afrique est massivement présente dans l'histoire de l'Occident. Donc, comment dire ça, l'histoire de l'Église catholique à l'échelle mondiale n'est pas possible si on ne fait pas intervenir la part africaine là-dedans. Donc, dans l'histoire de l'Amérique, nous sommes évidemment présents, puisque c'est nous qui avons travaillé pour que l'Amérique soit ce qu'elle est. Dans l'histoire de l'Europe, nous sommes présents, et on pourrait dire aussi que dans l'histoire de l'Asie, nous sommes aussi présents, en particulier dans l'histoire du Moyen-Orient, de la Turquie, de l'Inde et de l'Iran. La part africaine dans ces pays-là est une part tout à fait importante qu'il faut évidemment rétablir. Le roi des Belges avait légué par testament à la Belgique sa propriété privée du Congo, un jardin de 2 345 000 km², aussi vaste que l'Europe occidentale. La part du Congo, c'est une part centrale. Le partage de l'Afrique entre les grandes puissances a commencé autour de l'enjeu du Congo à la conférence de Berlin. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Dans les indépendances du continent africain, l'indépendance la plus dramatique, celle qui a marqué le monde en 1960 et dans les années suivantes, c'est l'indépendance du Congo. Lorsqu'on aborde le temps des despotismes et des partis uniques, on se rend compte aussi que bien sûr, il y a eu des gens comme Idi Amin Dada qui était une brute, mais au Congo, c'est pas seulement un despotisme brut. Il y a eu
une élaboration sur ce despotisme et sur ce parti unique. Et finalement, dans l'avènement difficile de la démocratie, dans beaucoup de pays, la démocratisation s'est faite à peu près sans problème. C'est sans doute chez nous que elle a été la plus longue à se mettre en place, la plus difficile, avec des avancées, des reculs. Nous avons mis plus de comment dire, presque 20 ans pour y arriver, alors que les autres pays ont mis un temps un peu moins long. Donc ça veut dire qu'en étudiant la démocratisation du Congo, on a les clés pour comprendre toutes les démocratisations qui se sont faites sur le continent africain. Félix Houphouët-Boigny, qui dans sa ville natale de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, a obtenu du pape Jean-Paul II la consécration de la basilique Notre-Dame de la Paix. Une réalisation toute personnelle et mégalomaniaque du vieux chef de l'État, et d'ailleurs fort mal reçue dans un pays en pleine crise économique. Juvenal Habyarimana, pour sa part, dirige le Rwanda depuis 27 ans et ne semble donner aucun signe de lassitude dans cet exercice. Quant à Omar Bongo, cela ne fait jamais que 23 ans qu'il est à la tête du Gabon, sans doute trop peu pour envisager un changement des institutions. Moi, je vous dis et je vous le confirme, le multipartisme au Gabon, zéro. Tant que je serai là, il n'y en aura pas. Et quand on regarde l'espoir du XXIe siècle, on se rend compte que le Congo, à cause de sa position, à cause de son nombre, nous allons bientôt vers les 100 millions d'habitants, à cause de la forêt congolaise, à cause de l'eau, à cause des ressources minérales, à cause de nos terres, le Congo est l'un des pays qui va faire que l'Afrique réussisse le XXIe siècle ou ne le réussisse pas. L'Afrique n'est pas couchée, l'Afrique n'est pas en train de pleurer, l'Afrique est en train de marcher vers l'avant. Et le XXIe siècle ne fait que commencer. Certains disent c'est le siècle de la Chine, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr que ce soit le siècle de la Chine. L'Afrique, aujourd'hui, nous sommes 2 fois plus nombreux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Nous sommes 1 milliard aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui le continent le plus jeune de toute l'histoire de l'humanité. Jamais un continent n'a été aussi jeune que nous. Qu'est-ce que vont faire ces jeunes dans le futur? S'ils veulent conquérir le monde, ils peuvent le conquérir, parce que l'Europe, c'est un continent de vieux. La Chine, le Japon vont devenir des États de vieux. L'Amérique latine aussi va vieillir. Et on sait que dans l'ordre du monde, ce sont les jeunes qui portent le savoir, qui portent la création, qui peuvent même porter un peu d'agressivité, si c'est nécessaire. Quand on dit qu'il y a un drame africain, l'Europe du XXe siècle, cette Europe nous a produit des drames énormes, 2 guerres mondiales. Or, quand on regarde les drames africains, c'est des élections qui peuvent être contestées, des choses comme ça, mais c'est dans l'ensemble un pays qui va de l'avant. Je pense que si les Africains n'avaient pas confiance en eux-mêmes, ils ne seraient pas aussi nombreux et aussi jeunes aujourd'hui. Les pays qui sont vieux aujourd'hui sont les pays qui n'ont plus vraiment confiance en eux-mêmes. Et les Africains, je pense, ont cette confiance en eux-mêmes qui les pousse à avoir des enfants et à croire que l'avenir de leurs enfants sera meilleur que leur propre vie a été. Avec ça, je pense que vous pouvez conquérir le monde. Le projet que je viens de faire avec
mes deux collègues, Philippe Saint-Denis et Alain Ferrari, est un projet important parce que j'ai écrit des livres sur l'Afrique. J'ai fait donc pour l'écriture, ça va. J'ai fait de la radio sur l'Afrique. Il fallait que je tâte de l'image. Il fallait que je tâte de l'image. Donc ça fait depuis longtemps que j'ai eu plusieurs projets, des projets qui étaient parfois très ambitieux. L'histoire de l'Afrique depuis les origines, depuis Lucie ou Toumaï jusqu'à aujourd'hui. C'était peut-être ambitieux, ça aurait coûté des millions d'euros. Là, je pense que pour le XXe siècle, c'est le premier du genre qui existe, où donc une équipe dans laquelle il y a un historien africain reconnu qui donne à voir ce que les Africains ont fait et ce que les Africains pensent de leur devenir. Donc nous ne sommes pas seulement des danseurs et des chanteurs, nous ne sommes pas seulement des joueurs de foot, nous ne sommes pas seulement des marathoniens, nous sommes aussi des acteurs politiques et sociaux qui avons construit le XXe siècle avec les autres. Pour ça, je pense que, c'est un bien que je donne en héritage aux Africains ici et que je donne en héritage aussi aux Européens pour qu'ils cessent de dire des bêtises sur notre continent. La rencontre avec Mzee, c'est juste après l'indépendance, après la mort de Mzee, après la mort de Patrice Lumumba, plutôt l'assassinat de Patrice Lumumba. Et c'était un impact psychologique, intellectuel, et aussi, d'une façon ou une autre, je n'y crois pas trop, ni aux tribus, ni aux régions, ethniques. Nous avions tous l'esprit conspirateur. Donc dès le début, il m'a parrainé. Moi, j'étais jeune diplomate. Il m'a parrainé, j'ai tout abandonné, je l'ai suivi. À Kalemi, j'étais presque un de ses meilleurs acolytes pendant les deux insurrections. La première qui a échoué, la deuxième qui a réussi. Et puis, elle a réussi. Les deux ont réussi, mais on a toujours fini par nous déloger. Les mercenaires, les forces de Mobutu. Quand nous nous replions vers le Burundi, vers la Tanzanie, c'est moi qui crée Kibamba, qui plus tard sera Ewabora. C'est moi qui amène les Cubains et Che Guevara sous l'égide de Mzee. Je reste avec Che Guevara jusqu'au dernier moment du combat, jusqu'à la sortie des 137 Cubains. À la tête du contingent était Ernest Che Guevara de la Serna, qu'on a assassiné en Bolivie. Donc Mzee m'avait confié la sécurité du front. Mzee m'avait confié la formation des cadres. En fait, j'ai formé beaucoup de cadres en Chine, en Bulgarie, à l'ancienne Union soviétique, un peu ailleurs, en Algérie aussi. Donc la lutte, c'est une lutte concentrée sur le pouvoir du peuple. Donc ce n'est pas une action isolée de Kabila. Kabila s'est appuyé sur les masses, il est meneur de masse, il est conducteur du peuple. Il y a eu une espèce de synergie. Pendant que lui luttait au maquis, il y a eu d'autres forces dans la diaspora, à l'intérieur du pays, d'une façon ou d'une autre, qui s'opposaient à la dictature. Mais la férue, la poigne que Mobutu, par ses militaires, par ses sbires, par sa police secrète, avec l'aide de l'extérieur, nommément des États-Unis, qui n'ont jamais nié, de l'Occident en général, ne pouvait pas permettre que le peuple à l'intérieur se soulève, s'indigne, sauf quelques exceptions, quand il y a eu de grabuge avec les pillages. Mais ce n'était pas un mouvement organisé du genre que Mzee Laurent Désiré Kabila avait tenu au maquis, sous contrôle de peuples, de populations de l'Est, mais toujours en regardant un peu plus loin, la nation, le Congo. Quand on commence la lutte, la dernière phase de la lutte de libération à partir de Goma, Mzee ne s'est pas limité au groupe de combattants, c'est que nous appelions le Kadogo à l'époque, et par affection nous continuons toujours à les affubler de ce nom qui est un nom câlin, ne
ne s'est pas contenté simplement des groupements du Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, mais c'était l'ensemble du pays. Chaque fois qu'il y avait un coin, une ville, un village libéré, Mzee recrutait, mobilisait, formait les combattants qui font partie aujourd'hui en majorité des forces armées congolaises. Donc si il a parlé d'un conglomérat d'aventuriers, c'est parce qu'il y a eu réellement des aventuriers. Dans chaque processus, il y a des opportunistes. Dans chaque processus, il y a des adhérents vrais, loyaux, fidèles. C'est un constat général d'Mzee. N'empêche qu'autour de lui, il a eu des gens fidèles, qui lui sont toujours aujourd'hui fidèles, en dehors du système du pouvoir. J'étais un des plus proches d'Mzee dès l'adolescence, dès la mort de Lumumba, dans les MNC, dans la jeunesse MNC, dans les cartels MNC Balubakat, au Nord Katanga et sur l'ensemble du pays. Mzee tenait à ce que tout le monde ait sa place dans ces pays. Les erreurs qui ont été commises est due plutôt aux mœurs, aux habitudes acquises pendant la dictature de Mobutu. La mentalité ne change pas du jour au lendemain. Le comportement est une chose pour ce qui est, parce qu'un être humain est biologique, social et psychologique. Donc sur le plan social, toutes les habitudes acquises devraient un jour ou l'autre sortir, se manifester. La guerre injuste et barbare qui nous est imposée imprime ses caractères d'armée de libération. Vous devez être prêts au front pour la défense de la patrie. Quand la guerre éclate, j'étais directeur de cabinet adjoint chargé des questions politiques, défense et sécurité. La guerre est provoquée par ce que nous appelons communément les anciens alliés, dont le Rwanda, l'Ouganda, principalement. Évidemment, l'Ouganda, le Rwanda et même le Burundi qui nous sont rentrés dedans, qui ont occupé ce pays. Les motivations, d'abord, c'est la frustration. Leur projet était de créer un cordon sanitaire autour de leur pays. Après tous les événements de Arabimania, les génocides entre guillemets au Rwanda, nous ne les nions pas, mais nous ne savons pas les motivations et les origines. Et c'est malheureux qu'un fait si tragique arrive dans un pays avec le même peuple. Mais le fonds de commerce qui s'est levé après ça, c'est autre chose. Mais je parle simplement, pourquoi la guerre? Parce que personne ne pouvait contrôler Mzee. Parce que Mzee, c'est un grand patriote. Cet accord qui procède de la résolution 1, 2, 3, 4 du Conseil de sécurité ne peut en effet restaurer la paix dans notre région que s'il exigeait un cessez-le-feu réel et immédiat. 2. Un déploiement de forces onusiennes qui remplacerait systématiquement les troupes des pays agresseurs. 3. Un retrait sans délai et sans condition des forces non invitées. Pour l'Ouganda, c'était des visions économiques après que Mzee s'est installé au pouvoir. Le Congo, c'était la manne qui tombait du ciel. Ils voulaient nos ressources naturelles. Les Rwandais, c'était l'espace vital, sous prétexte de lutter contre les interamoués. Donc, regarde le progrès du Rwanda aujourd'hui, après 5 ans d'occupation du Congo, les ressources qu'ils ont prises, et le coltan et les diamants. Okay. Donc, il n'y avait plus de vision économique sur le Congo. Et quand Mzee a ordonné le départ d'abord des Angolais, qui sont nos vrais alliés, nos alliés stratégiques, après les Rwandais, et ils ont déclenché la guerre. Parce qu'ils ne pouvaient ni le contrôler, ni aspirer à avoir la mainmise sur nos ressources. C'est ça le secret. Et je vous le dis parce que j'étais envoyé par Mzee comme émissaire à tous les pays qui composent aujourd'hui la SADC, y compris le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe,
La Namibie, j'ai fait tout ce parcours pour convoquer la conférence des pays du Grand Lac et amorcer un dialogue de paix. Mais ils ont saboté. Et après, ils ont déclenché la guerre. Donc c'était des visions, à la fois des ambitions politiques de contrôler Mzé. Mzé n'a pas voulu se soumettre, c'est ça son grand patriotisme. Le Congo nous appartient, nous ne pouvons pas permettre que nos alliés, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur proximité géographique à nous, nous gouvernent. Un leader, une idéologie, une doctrine, une ligne à suivre, une stratégie, une vision. Si je peux dire que le président Joseph Kabila Kabange ne s'est pas dévié de la route de son père. C'est toujours le nationalisme, le patriotisme, la défense de la souveraineté de ce pays, la défense et la préservation de l'intégrité territoriale, le développement de ce pays, la reconstruction de ce pays, remettre au souverain premier, le peuple congolais, le patrimoine de ce pays. Et le président Joseph Kabila est en train de réaliser ça pas à pas, non sans difficulté, non sans accroc. C'est une œuvre humaine. Les limites sont là, malgré l'abondance des richesses naturelles que nous avons, pour le mettre au service du pays. Il faut les exploiter, il faut des moyens colossaux, des moyens financiers vastes, et il n'y a pas de largesse du côté des organismes multilatéraux, la Banque mondiale, le Fonds monétaire, c'est toujours des pressions qui s'exercent. Malgré ça, le État congolais essaye de faire le mieux pour le bien-être de ce pays. Évidemment, le temps est court. Si on évalue 10 ans, 14 ans de pouvoir contre 32, il y a des choses nouvelles. Comme lui, le président a dit dans son discours à la nation, si vous ne croyez pas ce que je fais, croyez à ce que... Si vous ne croyez pas ce que j'ai dit, croyez à ce que je fais. Donc il y a des faits palpables. Je ne parle pas seulement des routes. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce pays. C'est deux leaderships différents, deux personnalités différentes, mais une même vision. Le peuple se rend compte avec le passage du temps. C'est 10 ans depuis son assassinat. Un crime de lèse-majesté, un crime de lèse-humanité, de la même magnitude que celui perpétré contre Patrice Lumumba. Les acquis qui restent de Mzé, c'est d'abord l'unité nationale, pour laquelle il a toujours lutté. Je crois que le président Joseph Kabila Kabange s'est concentré sur cela. Pacifier le pays comme Mzé voulait, unifier le pays comme Mzé voulait. Le Congo, du moins, est uni, le peuple étant la première arme suprême pour cette unité, pour préserver cette unité. La souveraineté sur le plan de l'intégrité territoriale est recouvrée après plusieurs années d'occupation, 5 ans et presque 5 millions de morts. Donc le Congolais aujourd'hui, malgré certaines poches de résistance armée par-ci par-là, par des aventuriers, le Congolais peut se déplacer d'un coin à l'autre. Le pays a recouvré ses lettres de noblesse sur le plan international. Le Congo est fréquentable
ce sont des héritages de Mzee. Et surtout, la conscience nationale est beaucoup plus consolidée. Le patriotisme est visible même chez les enfants qui défilent devant les mausolées de Mzee Laurent Désiré Kabila à chaque occasion. Ceux qui ont connu Mzee Laurent Désiré Kabila à l'entrée de l'AFDEL ont aujourd'hui 14 ans, presque au début de l'adolescence. Tous y reconnaissent en lui un combattant, un soldat du peuple. C'est lui qui a œuvré et qui a sacrifié sa vie pour que le Congo soit prospère et plus beau que jamais, comme dit notre hymne national.